Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le podcast Story Travaux. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Kamel Benalla. Bonjour Kamel. Bonjour, ravi également. Aujourd'hui, on enregistre l'épisode dans un lieu, un peu spécial, un endroit, de Yellow Corner, qui s'appelle La Une et on se situe dans un des plus beaux quartiers de Paris, très clairement. Merci, à toi Kamel d'avoir organisé ça ici. Tu vas pouvoir nous raconter un petit peu plus, l'histoire de ce lieu, qui est, assez incroyable. Un petit moment d'histoire qu'on va avoir à un moment donné dans l'épisode. Pour commencer, est-ce que tu pourrais déjà nous présenter rapidement ton parcours? Bonjour, moi Kamel Benalla, HB Engineering, contractant général dans le bâtiment. Donc moi je suis issu du bâtiment, hein. J'ai fait un BEP, CAP, j'en ai refait un autre derrière qui était le premier en technique du toit, le second, en équipement technique et énergétique du bâtiment, en 96, à l'époque où l'État commençait à réfléchir comment il allait, entretenir et rénover son patrimoine. Voilà, et puis après j'ai gravi doucement les échelons avec différents parcours scolaires et puis voilà, aujourd'hui, HB Engineering contractant et on essaye de faire du bâtiment autrement. Et c'est pour ça qu'on verra cela doucement sur le chemin, mais on amène un peu de tech et on essaye aussi d'innover. Génial, et alors avec HB Engineering, qu'est-ce que vous proposez concrètement comme, type de prestation? Nous accompagnons, nos clients de la conception à la réalisation, hein, c'est du clé en main. On a toute la chaîne de valeur en interne, hein, le partie architecte, conception, économiste de la construction, designer, dessinateur, et puis on a la partie direction de travaux et le support technique, pour accompagner, jusqu'à l'exécution, jusqu'à la livraison des travaux. Ça nous permet de garantir, notre image, notre patte et c'est un modèle qui fonctionne bien aujourd'hui. Voilà, nous sommes assurés pour ça et on le fait sur toute la France et l'Europe depuis maintenant 17 ans. Et oui, et alors vous accompagnez surtout des clients par rapport, au développement de locaux commerciaux, rénovation de chaînes finalement de locaux commerciaux? Parce que je sais que voilà, vous avez, des clients par exemple comme, des restaurants, des pizzerias, des stations essence, des choses comme ça. Mais c'est plus sur le côté commercial que le côté habitation, ou est-ce que, vous pouvez traiter des 2? Alors, HB Engineering est constitué de 3 business units. Une business unit qui est dédiée, 100 aux projets, de construction et qui sortent de terre, hein, donc c'est un projet qui part d'une feuille blanche. On a une business unit 2 qui est dédiée à la rénovation énergétique. Donc là, on récupère des actifs, 10 passoires thermiques et on vient redonner de la valeur à l'actif. Et puis on a une business unit 3 qui est dédiée au commerce et au retail, où là, c'est plutôt, des petits projets, les petits travaux, l'entretien et puis, le développement de franchises, où là, on a une particularité, une vraie expertise, c'est que nous, on accompagne des franchises, c'est un peu d'ailleurs ce lieu en fait partie, alors le mot est un peu brutal, mais il veut dire ce qu'il veut dire, à cannibaliser le marché. Mmh. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ont besoin d'ouvrir, 200 points de vente en 2 ans. Ils ont besoin de s'inscrire très vite dans la map du retail et nous, on va mettre en place toute la logistique, toute la phase étude, toute la phase travaux et on va déployer les ouvertures de points de vente pour nos clients. OK, donc effectivement, vous êtes assez diversifiés au final. Vous avez quand même, plusieurs branches, et le côté, clé en main, je le trouve, hyper intéressant parce que ça vous permet de suivre finalement le client de A à Z. Il me semble que vous avez aussi intégré le bureau d'études, si je dis pas de bêtises? C'est ça. Alors on a une petite partie, innovante qu'on travaille en R&D depuis 10 ans, hein. On a été précurseur en région centre sur la méthode BIM, Building Information Modeling. En français, en gros, on intègre toute l'information du bâtiment, dans une méthode modelée. C'est-à-dire qu'au lieu de dessiner les projets à plat, ils sont tout de suite modélisés en 3D et puis on a appris doucement à intégrer le data, hein, qui devient un élément important, dans le bâtiment sur les actifs et puis, on l'applique tant en rénovation qu'en construction. Donc voilà, on a formé, on a d'ailleurs monté et travaillé avec, l'école où j'ai eu mes premiers diplômes, les premières classes d'architectes, de ce qu'on appelle d'assistants d'architectes, pour modeler en BIM, qui étaient destinés aux générations Z, qui, étaient pas, destinés à être des architectes et qui viennent en support des architectes pour modeler leurs projets. Parce qu'il est plus difficile d'intégrer dans l'ordre que de l'intégrer dans des écoles, spécifiques. Voilà. Ouais, bien sûr, mais du coup, ça permet effectivement d'avoir, le côté, conception qui est, totalement, intégré, et au final, Mmh. le fait d'avoir cette dimension, cette dimension-là, qu'est-ce
qu'est-ce que ça apporte, aux clients? Il y a le côté, rassurant de, voilà, pouvoir dire, bah, effectivement, si on a une problématique à un moment donné structurelle, un élément de conception, parce que ça peut arriver Mmh. sur un chantier, d'avoir un petit imprévu, voilà, au niveau de la structure. Le fait d'avoir le bureau d'études intégré, ça peut, justement permettre d'aller peut-être plus vite aussi au niveau des délais et de mise en œuvre, tout simplement? Tout à fait. Alors, à la base, le bureau d'études a été créé pour être un support technique parce que lorsqu'on s'attaque à des projets, plus ou moins importants, il est important de pouvoir fournir, toute la partie plan technique, hein, qui vient constituer le DOE à la fin. HB Engineering donc a tout de suite, anticipé ce point-là et au fur et à mesure, on a mis ce bureau d'études à la dispo de projets, clés en main et donc effectivement, ce qui permet de projeter nos clients, ce qui permet de pouvoir rendre une maîtrise d'ouvrage non compétente dans la conception de son projet et la rendre compétente parce qu'elle peut le comprendre avec de l'image, avec de la visualisation modélisée et ce qui l'amène, doucement à s'imprégner de son projet différemment de lorsque, elle va chercher la chaîne en silo habituelle du marché. C'est-à-dire on va chercher un architecte qui va concevoir et puis après la maîtrise d'œuvre. Là, avec la méthode BIM, le client, la maîtrise d'ouvrage, a une maîtrise visuelle de son projet. Mmh. Et oui, donc ça lui permet vraiment d'avoir, une vision un peu à 360 au final et il sait effectivement où il va. C'est beaucoup plus clair et forcément ça facilite aussi je pense la relation avec le client de manière générale. Donc ça c'est un vrai point positif. Hem et alors, par rapport justement au côté, clé en main, je sais que ça on en avait discuté en off, Mmh. mais il y a ce côté finalement, où vous aidez aussi, potentiellement les clients à valoriser aussi leurs biens avec, l'étude que vous proposez en amont. Comment on peut valoriser finalement, le bien ou le local et en tirer entre guillemets «le plus de valeur». C'est quoi justement un petit peu, les conseils que tu peux partager sur le sujet? Comment est-ce qu'on tire un maximum de valeur, d'un projet? Alors, il y a beaucoup de phrases clés importantes, autour de cette valeur. Si on va, en aval de la chaîne, aujourd'hui, il coûte plus cher, lorsqu'un projet n'est pas étudié, il coûte plus cher lorsqu'on le réalise et les imprévus, forcément, c'est ce qui vient, sortir le projet de son objectif financier. Après, il y a une règle que j'applique assez souvent, c'est un projet bien étudié est un projet à moitié fait. C'est-à-dire que plus on anticipe les études, plus, on arrive à maîtriser son projet, plus on arrive à amener de la transparence au client, plus on a une maîtrise d'ouvrage, qui est compétente dans la compréhension financière de son projet et ça peut, on va dire mettre de l'huile dans le rouage, de manière, importante et ce qui est important, dans ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, lorsque, on engage des projets avec un client donc je vais donner un cas d'usage intéressant. Lorsqu'on engage un projet avec une maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage, souvent, veut squeezer certaines étapes importantes. On travaille sur un immeuble, le relevé géomètre est important, c'est un coût. Souvent, on préfère faire appel, à la petite main qui va relever au mètre, qui va retranscrire et puis on peut monter les plans. Mais des fois, un faux angle, à 10 centimètres près, je vais dire on peut louper, l'usage. Ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui et ce qu'il faut savoir et ce qui est majeur dans le futur, c'est que on ne doit plus penser les bâtiments purement travaux, on doit les penser pour les usages et pour les penser pour les usages, il faut, anticiper beaucoup d'études. Comme ça, on redonne vraiment, de la vie à nos actifs et c'est comme ça qu'on les valorise. Mmh. Ouais, bien sûr, mais par exemple, si, on prend, tu vois, un cas concret, est-ce que tu aurais justement, le cas d'un projet à nous partager, d'un client pour lequel vous avez fait justement cette étude et comment vous avez réussi à lui redonner de la valeur ou en tout cas, augmenter la valeur justement de ce bien-là? Alors, c'est 2 points. Est-ce qu'on prend un cas où le client, il a pas voulu faire le choix des études et à la fin, il le paye par le coût économique? Ou est-ce qu'on prend un cas d'un client qui a, pris les démarches, de manière logique en faisant un maximum d'études et ce que ça lui apporte comme valeur à la fin? On peut peut-être commencer, je trouve ça assez intéressant, sur le premier cas, de voir à côté de quoi il passe. Si jamais effectivement, vous avez pu,
Oui, «chiffrer» entre guillemets, la valorisation à côté de laquelle il est passé finalement. Eh ben, on va redescendre vraiment en bas de l'échelle. J'ai un immeuble, en hypercentre, il fait 300 carrés. Et je dois imaginer de la découpe. Je fais appel, à une entreprise qui a peut-être un bureau d'études et qui est en capacité de me projeter sur mon projet. Je veux m'éviter la mission d'architecte parce que, psychologiquement, j'ai un frein, ça coûte, et puis il y a un pourcentage et puis donc du coup, ou peut-être j'ai eu une mauvaise expérience et je veux passer par l'entreprise générale qui va suivre le projet. Elle me conseille de faire les relevés, c'est un coût, ça coûte 5-6 KE. Je dis: «Non, j'ai pas envie de le faire. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution?» Moi, j'ai fait les relevés, je suis venu le week-end, ça m'a pris 2 jours, je vois pas pourquoi il mettrait, et donc il fait son relevé, l'artisan accepte d'aller au bout, le bâtiment, il est dessiné, les espaces sont redéfinis, les aménagements sont définis, il y a tous les aspects techniques derrière qui viennent, en découler et donc derrière, ce qui l'intéresse, c'est le chiffrage et donc le client arrive, il fait chiffrer ses projets, il arrive à une finalité avec un ratio au mètre carré, ça lui convient très bien et puis, il décide d'engager. Moi, c'est ce que j'appelle un peu une maîtrise d'ouvrage non compétente qui veut s'improviser maîtrise d'œuvre. Mmh. Et donc du coup, il prend la main sur son projet et puis il y va et puis au fur et à mesure de l'avancement de son projet, le rétro-planning s'allonge parce qu'à la base, il avait prévu de le faire en 5-6 mois et puis il va se retrouver à 8-9 mois. Donc déjà, l'engagement avec les entreprises n'est pas le même. L'optimisation financière ne peut pas être la même. Quand j'engage une entreprise sur un lot, allez, standard peinture et que je lui dis: «Ben voilà, on va négocier un ratio au mètre carré», que je vais négocier mes peintures à 20, 21, 22 € du mètre carré et que j'ai négocié, son lot complet et que je l'allonge sur le temps, de façon très logique, l'entreprise ne peut pas gagner sa vie sur le chantier parce qu'elle a signé un marché pour intervenir sur un temps donné et elle se retrouve élargie dans le temps parce que la maîtrise d'ouvrage a fait un choix en amont de peut-être, travailler son projet, à sa façon en ne respectant pas cette partie de phase étude qui est importante. Voilà, donc voilà un peu des sujets qui peuvent dérailler et donc on se retrouve avec une entreprise qui arrive en fin de chantier essoufflée. Alors on parle de projets importants, hein. Même sur un petit projet d'un appartement à 20, 30, 50 carrés en hypercentre de Paris où on a optimisé les espaces, on peut arriver au même sujet, hein. C'est-à-dire qu'on peut arriver sur un projet qui se décale avec une entreprise qui s'essouffle à la fin, qui ne s'y retrouve pas et forcément on le paye par la qualité et qui dit la qualité dit surtout aujourd'hui lorsqu'on travaille sur nos actifs, lorsque c'est fait dans les règles, on les valorise pour une vingtaine d'années, donc on n'est pas obligé de revenir dessus et donc c'est ce qui fait la valeur d'un actif. Lorsqu'on on squeeze ces étapes importantes, hem, je vais dire alors j'ai toujours des termes un peu terrain, mais la mariée est belle, mais derrière, au fur et à mesure des années, on découvre qu'il y a des malfaçons, que, on n'a peut-être pas mis, les moyens là où il fallait les mettre et donc l'actif perd de sa valeur et donc l'entretien coûte plus cher et au final, on n'a pas forcément fait des économies, en bout de chaîne parce qu'on a cumulé les interventions dans l'actif qui font que si on avait peut-être à contrario investi ses études en amont et ben, on n'aurait pas ces 10 ou 15 en plus qui viennent s'ajouter à la valeur de l'actif. Je sais pas si j'étais assez clair dans mon Si, image, hein? oui, hyper clair et c'est vrai que je partage, tout à fait ce point de vue-là, de se dire qu'au final, il vaut mieux anticiper au maximum et plus on prépare son chantier en amont, en fait, moins potentiellement on aura de surprises et plus effectivement la qualité sera là et c'est ce que tu dis en tant qu'investisseur, l'idée c'est pas de refaire, des travaux tous les 2 ans, Mmh. c'est de le faire une bonne fois pour toutes, d'avoir quelque chose de quali, qui tient dans le temps et c'est vrai que voilà, quand on a des malfaçons, on a, une mauvaise qualité au niveau des ouvrages, ça va se ressentir et finalement ça peut être pire derrière, ça peut dépasser je pense les 15-20-30-40 finalement Tout à de fait, surcoût. tout à fait, tout à fait, c'est ça et c'est malheureux, c'est des choses que l'on subit, en tout cas très souvent parce qu'on a en face de nous, une réalité économique et on a du mal à faire se percevoir aux maîtrises d'ouvrage, hein. Donc quand je dis à maîtrise d'ouvrage, c'est le client, hein, que, plus il investira dans les études en amont, plus il sera maître de son projet et plus il investira dans un actif qui sera pensé, économiquement, écologiquement, et financièrement. Voilà et ça, c'est important parce qu'un ratio au mètre carré, il est fait pour être figé, il est pas fait pour être évolué. Lorsque j'investis sur un actif à 1 000 € du mètre carré et que pour que mon actif
m'apporte une valeur dans mon patrimoine, je dois pas dépasser 600 € du mètre carré. Ça veut dire que derrière, j'ai défini 1 600 € du mètre carré et que je sais cet actif, même en faisant un calcul algorithmique sur 20 ans, en me disant: «Bah, sur cet emplacement, un jour, bah, mon actif vaudra 2 000 ou 2 100 € du mètre carré». C'est pas en ayant investi tous les ans, quelques euros au mètre carré au fur et à mesure et arrivé au bout de 20 ans, même si le projet est amorti, le coût, final du projet n'est pas intéressant. Mmh. Voilà, Et oui, bien sûr. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête et c'est pour ça c'est que ça. c'est important de chiffrer au maximum en amont. Bien sûr, en tout cas dans l'ancien, on a toujours des petites surprises. C'est pour ça qu'il faut toujours prévoir une enveloppe, on va dire, complémentaire Mmh mh. d'imprévus. Mais plus on anticipe Mmh. et mieux le chantier, sera cadré de toute façon C'est ça. et surtout sur ce type de gros projet Mmh. où tu as 300 m², des gros immeubles à gérer et Mmh. cetera. Autant cadrer, au mieux pour que ce soit, plus simple pour la suite et alors, c'est vrai que vous gérez quand même des chantiers, assez, complexes, je dirais, parce que, même, par exemple, quand on pense aux franchises, c'est quelque chose Mmh. d'assez, particulier parce Mmh. qu'il faut répliquer, à peu près, j'imagine la même, qualité en tout cas, et le faire sur, voilà un certain nombre, Mmh. de projets. Je sais qu'on en avait parlé, mais Mmh. ça vous est arrivé de faire une vingtaine, Mmh. de projets pour la même franchise Mmh. et donc comment on arrive justement à dupliquer le modèle? C'est quoi un petit peu peut-être votre méthode de recrutement au niveau des artisans pour arriver à garantir cette qualité similaire à chaque fois au niveau des franchises? Bah, c'est assez simple, encore une fois, on en revient aux études. Lorsqu'on reçoit un client, il y a une expression du besoin. Ensuite, il faut la retranscrire en cahier des charges. Une fois que le cahier des charges il est fait, il faut, faire la phase, alors je vais rentrer un peu plus technique, mais c'est intéressant, en phase d'avant-projet sommaire, et d'avant-projet définitif, hein, en phase d'APS, d'APD et à ce moment-là, on vient figer le concept et une fois qu'on l'a figé, là rentre, le terme de logistique. Donc là, on va aller gérer toutes les matières qui sont redondantes sur ce type de projet et on va aller négocier en amont avec les fournisseurs et les fabricants pour pouvoir assurer le volume qui peut être, nécessaire à accélérer le déploiement, de cette franchise ou de ce marché et à partir de ce moment-là, une fois que c'est fait, bah, je veux dire, tout est assez simple, hein. On va aller, avec le client définir tous ces stocks nécessaires et après vient la phase entreprise. Bah, quand vous avez un cahier des charges qui est clair, c'est-à-dire vous avez un CCTP qui décrit clairement la façon dont on le veut construire le concept et de ce CCTP va décliner le DPGF, hein, donc c'est le descriptif, des prix, global et forfaitaire, donc c'est-à-dire tout le descriptif et donc l'entreprise n'a plus qu'à indiquer ses coûts. Elle connaît le coût de ses matières premières parce qu'une fois que vous l'avez maîtrisé, le coût des matières premières, je parle qui sont nécessaires au déploiement, que vous que vous ouvriez un point de vente à Marseille ou que vous ouvriez un point de vente à Lille, votre ratio ne bouge pas. Parce qu'au final, l'entreprise, ce qui est plus difficile, c'est quand elle doit se rapprocher de chez négoce, d'acheter la matière. Si elle fait une boutique à l'année ou si elle en fait, 100, c'est pas le même prix. Donc quand vous avez travaillé ce sujet-là, bah, pour nous, il est plus simple lorsqu'on recrute les sous-traitants pour intervenir sur nos marchés, que ça soit des petits marchés ou des très gros marchés, on a, tellement, travaillé ces études de cahier des charges que pour eux, même répondre à l'appel d'offres, c'est hyper rapide. Alors après maintenant, comment sélectionner les bonnes entreprises? Bah, pour nous, il y a pas de sujet. On est membre de la Fédération du bâtiment depuis la création de la société. Lorsqu'on arrive dans une région, on se rapproche de la fédération. On voit quelles sont ces entreprises qui sont actifs dans notre domaine, c'est-à-dire le bâtiment, qui sont des férus de la règle de l'art, qui sont des entreprises qui, veulent œuvrer, pour pouvoir créer des bâtiments ou des espaces durables et à ce moment-là, on les intègre avec nous et on les challenge et puis, on va aller retenir ceux qui ont, le planning disponible, ceux qui ont compris le concept et ceux qui s'intéressent, pour une raison ou autre, hein. Comme nous, ça nous est arrivé, on a accepté de travailler avec des clients parce qu'on voulait récupérer l'expertise et des fois, on fait des très belles rencontres et on a vraiment, travaillé dans une, soixantaine de villes dans toute la France et l'Europe et à chaque fois, on n'a fait que des belles rencontres dans le bâtiment, que des gens qui sont également, fans de belles réalisations, qui s'approprient aussi l'histoire parce que, alors, nous, on a un domaine particulier, on est dans le clé en main.
Lorsqu'on est dans le clé en main, on doit s'approprier une histoire pour la réaliser. Voilà. Et on a des belles histoires, je peux en raconter, des clients. On a œuvré pour le groupe Pizza dell'Arte, pareil, c'est une histoire et je pourrais en raconter. On a travaillé, pour une très grosse fondation chrétienne rattachée au Vatican, où on a rénové le patrimoine chrétien en France et là, pareil, il y a une histoire à raconter, et cette histoire, il faut la faire transpirer aux équipes aussi. Il faut la faire transpirer aux collaborateurs parce que la maîtrise d'ouvrage fait partie de ces réunions de chantier. Elle a aussi besoin de voir que, toute la chaîne d'humains qui va œuvrer derrière est une chaîne d'humains qui a compris le résultat final et souvent le résultat final, ce n'est pas que les travaux. C'est l'usage qu'on donne à ce bâtiment et alors quand on parle de rénovation, c'est aussi l'âme du bâtiment et comment on s'approprie l'âme du bâtiment et souvent en rénovation, on récupère des bâtisses qui ont une histoire et d'ailleurs ce lieu en fait partie également et il faut garder l'histoire du bâtiment. Souvent elle nous a imposé, par les ABF ou par les propriétaires du bâtiment et d'autres, bah, on s'approprie l'histoire et on vient, tourner autour de l'histoire. Voilà. C'est beau. Mmh. C'est beau en tout cas je trouve de vouloir, effectivement, conserver, l'âme du bâtiment, Mmh mh. conserver, l'âme du patrimoine français et je trouve ça, assez, percutant parce que finalement vous avez quand même des clients très différents. Parce que tu vois, tu me parles du Mmh. patrimoine, Mmh. vous avez, effectivement, fait des prestations, Mmh. pour, une fondation. Fondation, c'est Ouais, c'est ça. ça, reliée au Vatican. Ouais. Vous avez, également réalisé, des rénovations Mmh. pour, Pizza dell'Arte. Enfin, C'est ça n'a ça. rien à voir et donc typiquement, quand vous choisissez ces entreprises travaux, tu me disais, via Mmh. la fédération du Mmh. bâtiment, j'imagine que ce sont des entreprises, qui vont finalement avoir l'habitude de travailler sur ce type de projet. C'est-à-dire que tu vas pas forcément prendre les mêmes artisans pour rénover du patrimoine français et s'attaquer à des bâtiments, soumis par exemple Mmh. aux ABF et une chaîne, de pizzeria ou est-ce que je me trompe? Ouais, pas du tout. Alors mais alors tu te trompes pas, mais il y a juste une petite nuance. C'est que, et on revient toujours à la phase étude. Lorsqu'un cahier des charges, il est bien décrit, un peintre, quand il est bon peintre, il est bon peintre. Moi, j'ai un mentor qui nous a, mis la main à l'étrier pour HB Engineering qui s'appelle Patrick Auger, qui était le directeur du service immobilier Crédit Agricole. Parce que dans nos débuts, on a pendant 5 ans œuvré pour la banque et on a fait, pendant 5 ans de la banque et rénové le patrimoine de la banque qui est entre autres le Crédit Agricole. Et à chaque fois dans mes débuts, lorsqu'on lui livrait, un actif, bah, ma seule attente, c'était qu'il me dise: «Waouh, tu as super bien travaillé» et il le faisait pas et donc on s'est liés d'affinité et puis un jour je lui dis: «Mais Patrick, mais pourquoi tu me dis jamais qu'on a super bien travaillé?» Il me dit: «Mais parce que c'est ton travail, tu es payé pour être peintre, tu es payé pour faire ça, pourquoi je vais te féliciter alors que c'est ton travail?» Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? On va en revenir, c'est important, au sujet de dire, bah, demain, si je vais réaliser, un bâtiment historique ou si je vais faire une franchise, je vais aller chercher une entreprise spécialisée. Quand on est peintre, on est peintre. Il y a un cahier des charges. Quand on répond à un cahier des charges, c'est qu'on est censé, en avoir l'expertise et l'expérience et surtout les qualifications. Lorsqu'on fait du placo, on a des qualifications, sauf à aller chercher une spécification, des gens qui font du staff, coupe-feu, on en a eu sur des stations-service. Bah, là, pareil, il fallait chercher des compétences en staff. Lorsqu'on a, réhabilité des façades sur des immeubles où il y avait des modénatures avec des reconstitutions de pilastres et de Mmh. et de staff en appui filant. Bien sûr, là, on va aller chercher des gens qui sont spécialisés en taille de pierre, en taille de staff pour répondre à ce type de demande. Mais ça reste des cas d'exception. Mais dans les cas de généralité dans le bâtiment, en général, une entreprise, quand elle est sachante dans son domaine, elle a l'expertise pour répondre. Et comme tu le disais, on a eu une expérience très riche chez HB Engineering en 17 ans, parce qu'on a fait de la banque, on a fait de la restauration pour le groupe Le Duf sur la Pizza dell'Arte pendant plus de 5 ans sur tout le sud-est de la France. On a travaillé pour de la franchise type Yellow Corner, Iris Galerie. On a travaillé pour des bâtiments atypiques, qui sont vraiment des bâtiments vieillissants pour la Fondation chrétienne, où là, il fallait redonner de la vie à l'actif et repenser les usages. On a travaillé pour le médical, on a installé des centres, bien spécifique avec de l'innovation, un centre du dos, un centre d'urologie, vraiment on a et c'est toujours et à chaque fois, en interne, nos collaborateurs
qui œuvrent pour la réussite de ces cahiers des charges, bah, c'est un peu comme une chaîne. Moi, je compare toujours ça, on a une usine qui fait du chocolat et ben, elle va adapter les outils pour faire le chocolat et puis quand il faut qu'elle fasse des bonbons, on va réadapter les outils pour faire les bonbons. Bah, nous, on va réadapter les outils de nos collaborateurs pour pouvoir produire les bons cahiers des charges et il faut que ces cahiers des charges soient compréhensibles de tous nos sous-traitants et après, pour moi, il y a pas de limite, on a récupéré des artisans qui étaient super fiers de travailler avec nous sur de la franchise alors qu'ils avaient fait du particulier pendant, 10 ans et ça leur a ouvert peut-être aussi les chakras et des voies de se dire: «Tiens, on a fait de la franchise, pourquoi on n'en ferait pas?» mais, je m'étale un peu, mais c'est intéressant parce que la question ouvre à d'autres sujets. Il faut aussi savoir, quand on a des gens qui sont sachants dans leur domaine et qu'ils ont l'ambition de vouloir s'attaquer à d'autres, secteurs d'activité, leur donner la chance de le faire, tout en les accompagnant. Parce que c'est un peu ce que notre cas à nous. Donc, je dis on est passé du médical, on aurait pu dire: «On va chercher un cabinet spécialisé dans le médical» et pourtant nous, on n'avait jamais fait de médical. On a fait de l'hôtellerie, tiens, pour une foncière parisienne pendant, 3 ans. On a rénové une grande chaîne d'hôtels, sur trois villes, en France. On n'était pas du tout spécialisé de l'hôtellerie. Mais là après, peut-être on en reviendra plus tard. Après là, il y a une stratégie aussi d'entreprise. Parce qu'à un moment donné, le fait de courir plusieurs secteurs d'activité, on est ce qu'on appelle on devient à risque parce que lorsqu'on on redéfinit son business model de la boîte, et ben, on se rend compte qu'on papillonne. Effectivement, on a une expertise, on a des clients qui sont satisfaits, mais ce sont des secteurs qu'on ne peut pas aller attaquer puisqu'il y a déjà des entreprises installées dans le secteur qui, eux, font ça Tout le temps. tout le temps et donc c'était intéressant parce que, peut-être qu'on en parlera ou peut-être pas, mais en 2023, on a décidé de repenser le modèle de notre entreprise. Donc j'ai porté un programme à l'ESSEC, financé par une banque américaine et on a eu un plan de croissance assez ambitieux et là, j'ai appris ce qui était un océan bleu et un océan rouge, revoir son business model Canva et là, on se rend compte que peut-être à un moment donné et là, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Alexia, bah, peut-être qu'il faut se spécialiser si on veut avoir une marge plus confortable et peut-être, devenir expert d'un domaine et pas être un expert de plusieurs domaines, parce qu'on peut pas l'être, au final. Oui, parce qu'effectivement, ça demande toujours quand même un savoir-faire, différent Mmh, comme on le disait. Après, quand il y a les entreprises, bon, qui gèrent les sujets mmh, et si elles ont effectivement un peu l'habitude de le faire, mmh. ça aide aussi. Mais c'est vrai qu'en termes de conception de cahier des charges, c'est toujours challengeant parce que d'un secteur à l'autre, forcément, tu vas avoir, des normes différentes ou Bien d'un sûr. local commercial à l'autre. Et d'ailleurs, ça me permet justement, d'enchaîner là-dessus parce que c'est vrai que, sur le podcast, les auditeurs entendent, beaucoup de professionnels Mmh, parler, notamment de la rénovation de l'ancien mmh, pour de l'habitation, mais un peu moins sur le côté, commercial, mmh, locaux commerciaux. mmh, Et justement par rapport à ça, quand on a différents types de locaux mmh, commerciaux, et j'imagine que les normes ne sont pas les mêmes, mmh. que ce soit les normes de sécurité, les normes incendie. Est-ce qu'on a des grosses différences comme ça, par exemple, entre justement une banque, une station essence, un restaurant? C'est quoi un petit peu les différences majeures, qu'on a à respecter? Et ben, sans être trop technique, lorsqu'on arrive sur les phases d'études, et lorsque on va aller rédiger, les autorisations de travaux, ou bien on va rédiger la DP ou on va rédiger le PC quand c'est nécessaire, hein, donc il y a bien un permis de construire des fois sur des changements de destination assez lourdes, et qu'on commence à amorcer le cahier des charges, il y a une étape importante, c'est rédiger la notice de sécurité et la notice de RP. Et lorsqu'on rédige ces notices, on vient penser à l'usage et c'est là où les règles, découlent. Et effectivement, les notices de sécurité et de RP sont différentes et elles viennent nourrir le cahier des charges après, hein, parce que c'est vraiment la le sujet de base qui vient, on va dire entacher l'ensemble des cahiers des charges. Et ben, je veux dire dans un local comme celui-ci qui fait 300 carrés, la sécurité incendie n'est pas pensée comme dans un hôtel. Dans un hôtel, la sécurité incendie est plus importante. Il y a un SSI, C'est on quoi un SSI? SSI donc c'est la sécurité incendie. Donc OK. c'est un on va avoir donc, si je devais vulgariser le sujet, on va avoir un boîtier qui va gérer tous les têtes de déclenchement d'incendie Mmh. dans les couloirs, dans les chambres avec une réglementation bien spécifique. Elle va être connectée également au sas parce qu'il y a des sas de cantonnement qui se créent quand les couloirs sont longs. Il y Mmh. a des distances à respecter pour l'évacuation du personnel, hein. C'est ce qu'on voilà, c'est une réglementation. Elle est
vérifiés par les bureaux de contrôle. Et là, par exemple, je dis une connerie, quand on est dans un hôtel et que le sujet est un peu plus lourd, bah, on va avoir un coordinateur SSI. Mmh. Voilà. Et le bureau de contrôle va attacher attention parce que lorsque on livre un hôtel, on a une commission de sécurité parce qu'on reçoit du public avec un certain niveau et donc la commission de sécurité qui vient avec les représentants de la mairie qui ont autorisé l'ouverture, ou qui vont autoriser l'ouverture parce qu'ils l'ont pas encore autorisé lorsqu'ils font la commission et le chef des pompiers qui est garant de notre sécurité sur ces lieux publics, qui reçoivent du public du moins, bah, eux, la première chose qu'ils viennent vérifier, c'est cette notion d'incendie. Parce que ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est que s'il y a un incendie, comment on évacue? Et est-ce qu'on est en capacité d'évacuer en respectant toutes les normes? Donc là, c'est plus lourd. Lorsqu'on est dans des locaux comme ça, c'est un peu plus léger. On passe sur des alarmes en type 4, on va avoir des extincteurs et on va former les collaborateurs qui vont récupérer l'exploitation, comment agir en cas d'incendie. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça, bah, ici, on a eu un incendie et il y a eu, on va dire, aucun blessé. Voilà, donc les normes ont bien joué leur rôle. Ça aurait pu être plus catastrophique si on n'avait pas une norme de sécurité une norme de sécurité incendie et une norme de RP qui régissait tout ça. Voilà. Il y a un incendie, comment je dois réagir? Voilà, Mmh. et on pense vraiment à tous les et ça, valable pour tout. Quand on fait un commerce, un restaurant, quand on va travailler sur les pizzas dell'arte également, il y a des normes de sécurité. Je suis au restaurant, je suis en train de manger, la cuisine prend feu, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et c'est là où tout est pensé en amont dans les études. Alors là, on rentre dans un niveau où, de facto, les maîtrises d'ouvrage, c'est leur priorité. La sécurité des clients qui vont recevoir dans des lieux publics. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Et oui, bien sûr, c'est un facteur qui est hyper Mmh. important, surtout quand on voit ce qui s'est passé malheureusement, Oui, en au Nouvel Suisse, An, bien en sûr. Suisse. Voilà. Je sais que pour en avoir discuté Mmh. avec, certains, Mmh. propriétaires de lieux Mmh. d'événementiel et cetera, il y a eu du coup un peu une vague, Mmh. de contrôle, ces derniers mois avec un peu d'agitation pour justement vérifier que tout est en règle. Mmh. Par rapport à ça, justement, il y a forcément une évolution aussi de la réglementation, des normes et cetera. Mmh. Qu'est-ce que tu as pu constater, toi, sur ces dernières années? Est-ce qu'on a de plus en plus de contraintes, justement, au niveau des locaux commerciaux, que ce soit au niveau des normes Mmh. d'accessibilité, d'incendie, de sécurité ou même de PMR aussi? Mmh. Bah, c'est toujours une responsabilité, de la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, propriétaire de l'exploitation, parce que souvent ça peut être aussi le propriétaire, il est propriétaire des murs, mais il est pas garant de l'exploitation. Donc l'exploitant, il est responsable, donc si c'est lui la maîtrise d'ouvrage, il y reste responsable et souvent quand il y a des défaillances, c'est parce que la maîtrise d'ouvrage, on en revient, bah, ne souhaite pas mettre les moyens quand il faut les mettre. Je vais dire pour pas cibler, mais je veux ouvrir un bowling. Si je mets pas les moyens pour faire mes études en amont et que je veux le faire, à ma sauce parce que j'ai envie à la fin de tirer un ratio au mètre carré, d'avoir fait le meilleur coup possible, le jour où ça arrive, je suis responsable. Voilà. Après, encore une fois, il y a des garde-fous, il y a des bureaux de contrôle pour ça, et elles transigent pas, des bureaux de contrôle qui viennent et qui vérifient que tout est dans les normes. Il y a des contrôles annuels, voilà, et puis quelquefois, il y en a qui peuvent passer à travers le filet, sur des événements comme celui-ci. Je pense que, le site dont on parle devait avoir une notice très claire avec un nombre de public à rentrer dans son local, hein, c'est la notice d'accessibilité et souvent quand il y a des événements exceptionnels, le jour de l'an, un anniversaire, on se permet d'aller au-delà du nombre qui est prévu et c'est là où la responsabilité du maîtrise d'ouvrage se met en place. Mais en général, les règles, elles sont là et elles sont appliquées. Je pense qu'en France, il y a un système qui également suit toute cette partie-là. Je veux dire, tous les ans, quand vous avez même des bureaux, vous êtes censé tenir le DER, vous êtes censé faire passer un bureau de contrôle pour vérifier, que votre électricité est aux normes. Alors celle-là encore beaucoup plus pointue pour des commerces qui reçoivent du public. Donc, il y a une réglementation à tenir et effectivement, bon, il y en a qui des fois arrivent à noyer le poisson, mais c'est à leur risque et péril. Voilà. Et oui. Et alors dans les petits, locaux commerciaux, vraiment, tu sais, par exemple, un local commercial en bas d'immeuble, Ouais. est-ce qu'on est aussi censé faire passer, par exemple, des bureaux de contrôle spécifiques? Alors j'imagine que ça dépend de la nature du local, c'est toujours En fait, pareil? ça dépend de la nature du local. Lorsqu'on rénove un local et qu'on transforme rien,
et qu'il y a qu'un rafraîchissement, et que la destination n'en change pas, que ça reste un local à commerce ou autre, en général, il y en a beaucoup qui se passent des autorisations. Après, la maîtrise d'ouvrage a l'obligation tous les ans de faire passer un petit bureau de contrôle. Ça va coûter 700 KE et puis il va 700 euros et il va faire vérifier qu'il est dans les normes, passer les extincteurs, ça va coûter 250 euros. Il y en a qui le font pas pour une question de gestion, de rentabilité ou autre, mais le jour où ça tombe, ça tombe. Quand on est en Centco, ils ont pas le choix. Il y a un Russe, il y a un centre de sécurité qui vérifie ça. Je parle en Centco, vous êtes dans un mall, vous avez un espace, de local. Vous êtes dans un commerce de pieds d'immeuble qui fait 50 m², vous vendez du bio, vous êtes seul, vous avez même pas de salariés et vous recevez moins de 19 personnes par jour ou en même temps. Vous êtes pas non plus à risque Mmh. énorme, mais bon, ça nécessite quand même de faire les choses dans les règles parce qu'un incident est vite arrivé et alors c'est sûr qu'il est moins risqué sur un petit local de pied d'immeuble. Voilà, Ouais, mais il y a quand même toujours un petit risque. bien sûr. Typiquement sur, ce local en pied d'immeuble, il me semble qu'il faut faire de toute façon Plafond coupe-feu, le plafond bien coupe-feu sûr, bien pour, sûr. délimiter par rapport aux locaux d'habitation au-dessus. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire Mmh. que je fais mes travaux, je suis, à minima obligé de traiter la partie coupe-feu des plafonds. J'aime bien et encore une fois, i i c'est des choix de la maîtrise d'ouvrage. En général, quand vous avez des petits locaux comme ça, la maîtrise d'ouvrage, elle gère elle-même à la bonne franquette. Je prends les petites entreprises, j'y vais. Les petites entreprises, ce qu'elles voient, c'est que le chiffre d'affaires qu'elles vont réaliser pour tenir leur charge fin du mois. On n'a pas traité les calfeutrements comme il faut, on a fait juste un placo coupe-feu. Bon, bah, sur 100 actifs, il y en a 99 qui passent, le jour où il y en a un qui passe pas, on le voit. Mais beaucoup d'actifs sont rénovés, à la bonne franquette parce qu'il faut y aller, parce qu'il y a pas le choix, parce que les budgets sont pas maîtrisés, parce que les études sont pas prises en amont et cetera. Mais quand vous venez voir quelqu'un qui ouvre un petit commerce, que déjà il va se batailler à essayer de le monter, qu'il a pas forcément fait un gros BP, qu'il a juste fait ça sur le coin d'un petit bout de papier en se disant: «Tiens, si je fais ça, si je fais ça, je vais m'en sortir», et que vous lui dites: «Mais tu sais, si tu dois, avant de démarrer, faire à peu près 10 000 € d'études. 10 000 € d'études pour que tu puisses être sûr que tout ce que tu fais, bah, lui, quand il pose sa réalité économique, ça fonctionne pas». Donc voilà où il est le sujet aussi. Mais bon, c'est un autre débat, on va pas l'ouvrir. On pourrait fâcher, beaucoup d'exploitants. C'est sûr, mais c'est vrai que bon, moi, je suis un petit peu de la team, sécurité, tu vois, Important. anticipation Mmh, et c'est vrai que je me dis parfois, voilà, plutôt que, de se mettre en danger, mmh, peut-être qu'il faut revoir effectivement, le BP, il y a peut-être des éléments qui, de base, ne fonctionnent pas, mmh, mais en tout cas, la sécurité avant tout, ça, c'est sûr, il faut l'avoir en tête et alors, par rapport justement à la différence, tu vois, de typologie de mmh, locaux commerciaux qu'on peut rencontrer, je pense par exemple, tu vois, aux pizzas dell'Arte mmh. ou voilà, quand on a un commerce de bouche, c'est quoi un petit peu les points de risque, tu vois, quand on visite par exemple en tant qu'investisseur, qu'on veut acheter? Est-ce qu'il y a des points de risque, à identifier? Je pense par exemple à la ventilation, la sécurité, l'hygiène. C'est quoi les éléments, toi, qui te viennent en tête, qui sont un petit peu à risque, sur ces locaux? Alors, quand on parle de risque, ça dépend de qu'est-ce qu'on parle de risque. Si on parle de sécurité incendie, on va se concentrer uniquement sur les portes de secours, vérifier que les antipaniques fonctionnent, vérifier également que le SSI, il est bien entretenu et il est suivi par un coordinateur, que tous les ans, il est mis à jour, qu'il est vérifié, et qu'il est testé, hein. Donc ils viennent, de manière triangulaire, ils vont tester une bouche par-ci, une bouche par-là, hein. Ils vont venir avec leur système, envoyer un bout de fumée, vérifier que ça déclenche bien. Demain, mon four prend feu, ça peut permettre tout de suite d'alerter et d'évacuer. Le SSI, il est relié, à l'incendie, donc tout de suite, ça déclenche un niveau, sécuritaire pour les gens qui y vont. Après, en termes d'hygiène, bien sûr, la VMC, les hottes, l'évacuation des fumées, ça, c'est encore un autre moyen de sécuriser. C'est-à-dire que c'est vérifié par des organismes bien spécifiques, le nettoyage des tuyaux, tout ça, c'est toute une démarche qui est fait. Mais en général, quand on est sur ce type
de points de vente, toutes ces normes sont respectées, elles sont suivies, la gestion, elle est bien faite. Les entreprises qui entretiennent ça, elles le font de manière régulière. Les bureaux de contrôle, de manière régulière, viennent vérifier voilà, parce que c'est quand même des commerces qui sont bien pensés aux usages, pensés au confort, hein, voilà, parce que aussi la VMC, les odeurs, on le voit bien quand on va dans une petite brasserie qui ça fait ça avec les moyens, on ressort, on sent la frite. Mais que quand on va manger dans une chaîne de franchise, en général, on ressort pas en sentant la frite parce que, tout a été pensé et les moyens ont été mis en amont. Voilà, dans la phase étude, s'il fallait traiter la double flux, elle a été pris en compte. S'il fallait penser les hôtes, elles sont pensées et elles sont dimensionnées. Et il y a même un bureau d'études spécifique qui vient étudier les évacuations de fumée, qui vient étudier les évacuations. Souvent, la VMC ou l'extraction, elle est liée au SSI également. Lorsqu'il y a un déclenchement, il y a un déclenchement également qui se fait pour extraire les fumées. C'est-à-dire que si j'ai un déclenchement de fumée et un déclenchement de feu, la VMC va également, de manière intelligente, déclencher une extraction spécifique pour maintenir un niveau de sécurité le temps qu'on évacue. Comme pour les matières. Tout à l'heure, tu évoquais, on doit traiter les matières coupe-feu. Il faut penser usage. Quand on traite un plafond coupe-feu, on le traite avec un degré coupe-feu. C'est-à-dire que selon le nombre de personnes que je reçois. Donc, si moi, j'installe un commerce de telle catégorie, dans la prescription, je vais avoir une norme à respecter de 2 heures ou de 3 heures ou de 1 heure. Et donc, quand je vais la respecter, ce temps, il est donné pour donner un laps de temps d'évacuation avant que ça soit beaucoup plus grave. Dans ce laps de temps, les clients peuvent partir, mais il y a aussi, les interventions des pompiers et de la sécurité qui peuvent intervenir. Tout est calculé, tout est pensé. C'est là où on a quand même des normes qui sont assez bien faites. Oui, on a beaucoup de lois, oui, beaucoup de normes. Aujourd'hui, elles sont plus dans le côté durabilité et économie, d'énergie, mais sur la sécurité, tout ce qui est pensé est obligatoire et nécessaire. On est quand même bien carré. OK, donc effectivement, oui, ces normes de sécurité sont quand même bien encadrées. Je pense que comme tu le dis, ça dépend toujours un petit peu du volume du projet parce que j'imagine que les tout petits restaurants, n'ont peut-être pas, en tout cas, ils font le minimum, j'imagine, mais après, en fonction peut-être aussi du volume de personnes, contenues dans le local, dans le restaurant et cetera, forcément, ça fait évoluer les normes à la hausse. Et plus on a de monde à réceptionner, j'imagine, plus les normes sont, C'est ça, contraignantes. c'est ça. Il y a encore une fois, sans trop, aller dans le technique, il y a l'accessibilité, il y a le nombre de personnes à recevoir. La notice tourne autour du nombre de personnes à recevoir et comment on peut sécuriser ces personnes. Il y a aussi, à un moment donné, il y a des paliers, lorsqu'on passe à un nombre de mètres carrés, lorsqu'on passe à un nombre de personnes, on passe à des catégories et donc dans les catégories, il y a des minimums à intégrer, dans le cahier des charges pour la sécurité, des personnes qui intègrent ces locaux commerciaux. Et tout ça est bien régi et vous avez des bureaux de contrôle qui sont là pour vérifier et on peut aller d'un petit commerce de 30 mètres carrés en pied d'immeuble à un mall, hein, un mall qu'on a déjà étudié nous pour une cliente. Lorsqu'on étudie un mall, les normes sont pas les mêmes, les catégories sont pas les mêmes, la sécurité n'est pas la même, les cahiers des charges, mais de manière assez simple, c'est pas plus complexe. Il y a juste à intégrer l'expression du besoin, la finalité du projet et ensuite tout en découle. Voilà, tout en découle de manière naturelle. Il y a pas, on n'invente pas une science, hein, on construit un bâtiment de 10 millimètres. Il y a une façon de gérer, si on reçoit 1000 personnes, il y a des normes à respecter, il y a des portes de secours à avoir, il y a des adressages à faire depuis l'incendie sur les portes automatiques. Vous savez, des fois, quand on rentre dans des grands locaux, tu as des portes assez lourdes qu'on appelle des portes DAS. Elles sont connectées au déclencheur, elles sont connectées au SSI. Demain, il y a un déclenchement intempestif, elles se ferment pour créer des sas de contentement. Il y a un responsable à qui on explique, voilà, si tu es dans tout l'immeuble au 20e étage, tu sais que s'il y a le feu, tu dois te rester là. Parce que c'est l'espace de contentement qui est là. Cet espace-là, il est fait pour durer 2 heures. Et les pompiers, quand ils vont arriver, la première chose qu'ils vont demander, c'est le carnet de sécurité. Ils vont savoir exactement là où ils doivent intervenir. Et tout ça, c'est des choses qui viennent selon le nombre de personnes, selon la typologie du projet et de l'actif. Et forcément, effectivement, voilà, ces normes Mmh. s'adaptent aussi Mmh. et je pense que ce qui est important
d'avoir en tête, tu vois, je fais toujours le parallèle un petit peu entre, l'immobilier, l'investissement locatif classique Mmh. d'habitation et l'investissement, Mmh. dans les locaux commerciaux. C'est toujours important d'avoir en tête le côté contrôle, entretien, maintenance chaque année parce que c'est vrai que, en général, les gens ont tendance, tu sais, à prévoir Mmh. la partie travaux initiale, mais ils ne pensent jamais au côté entretien, maintenance derrière Mmh. et c'est vrai que c'est des coûts, qu'il faut avoir en tête, qu'il faut prévoir, Mmh. mais surtout, de se dire que, l'entretien, il est nécessaire. Faire passer les bureaux de contrôle chaque année, c'est nécessaire, c'est essentiel et c'est comme ça aussi qu'on préserve, on va dire la sécurité du bâtiment et des personnes, C'est des ça, c'est locataires ça. et cetera. Mais nous, en tant que contractants, ou quand vous avez l'architecte qui livre son projet ou la maîtrise d'œuvre, on a l'obligation de onboarder le client final, en lui redonnant toutes les règles et en lui inscrivant bien les éléments. Donc vous avez l'obligation de contrôler tous les ans votre élec. Vous avez l'obligation tous les ans de nettoyer votre clim. Vous avez l'obligation de faire ça et donc tout ça, nous on lui donne une sorte de carnet de bord à tenir et le client va le tenir et effectivement après la maîtrise d'ouvrage, si elle décide de faire ce qu'on appelle, vulgairement des économies de bout de chandelle, elle assumera déjà d'une la détérioration de son actif parce qu'un actif entretenu est un actif qui reste qualitatif. Même un commerce bien entretenu, un commerce où la dame de ménage passe tous les jours, c'est un commerce qui reste flambant neuf. Un commerce où on fait le ménage une fois par semaine, au fur et à mesure, on le voit bien se s'user dans le temps beaucoup plus vite qu'un commerce entretenu. Voilà, donc il y a des et c'est pareil, l'entretien, c'est la même chose. On doit entretenir le SSI, on doit entretenir, la plomberie, on doit entretenir la clim, on doit vérifier, un peu comme un particulier qui a une chaudière chez lui, tous les ans, il doit faire passer, la vérification de la chaudière. Parce que s'il le fait pas, il prend la responsabilité et si un jour il y a un sinistre, il est responsable s'il a pas fait l'entretien parce qu'il va devoir en prouver. J'ai une cheminée à la maison, je dois tous les ans fournir à mon assureur l'attestation de ramonage. C'est la même responsabilité dans le commerce. Il y a des éléments importants à respecter pour, avoir un commerce qui, va recevoir du public dans les normes, et moi, en tant que maîtrise d'ouvrage, je serai dans les normes et après si un accident arrive, normalement avec toutes ces réglementations, on est censé limiter la casse. Et oui et c'est vrai que, je trouve que c'est un très bon point aussi qu'en tant que contractant général, vous Mmh. donniez un peu cette checklist Mmh. des éléments à mettre en œuvre parce que c'est vrai qu'en fonction des maîtres d'ouvrage, on n'a pas forcément la connaissance Mmh. et on le dit toujours, bon, l'entreprise travaux ou voilà, la société vers laquelle on se tourne en général est sachante et c'est vrai que le maître d'ouvrage ne sait pas tout. Pour autant, il y a des obligations à respecter donc c'est toujours un petit peu, le bon équilibre à avoir là-dessus, de se renseigner suffisamment, mais qu'effectivement, l'entreprise qui est sachante puisse aussi nous donner les informations et les éléments clés, C'est ça. histoire qu'on sache, où aller Mmh. finalement et ce qu'il faut, mettre, en place pour, respecter, tout ce qui est réglementation, loi et cetera. Mmh. Et donc, comme on le disait, bon, il y a une différence quand même entre les locaux Mmh. commerciaux et l'habitation. Par rapport à ça, justement, vous qui avez plusieurs branches, au niveau de Mmh. HB Engineering, est-ce que tu dirais que la rénovation des locaux commerciaux coûte plus cher que celle de l'habitation ou coûte plutôt moins cher? Encore une fois, ça dépend où on met le curseur. Voilà, ça c'est le premier point. Rénover, une habitation en haut standing, ça nous est arrivé, on a fait de belles réalisations à Paris. Lorsqu'on met le standing, on a vite fait d'arriver à des ratios au mètre carré, qui peuvent, aller à l'impensable. Et puis vous avez également, des gens qui vont, rénover de l'habitation, à l'économie. Là, les ratios sont très light. Le commerce, c'est pareil. On peut ouvrir, là actuellement, on déploie des magasins d'or qui rachètent de l'or. Voilà, donc depuis maintenant 1 an, on déploie avec eux, le business model fait que le ratio au mètre carré est plus important. Mmh. Voilà, on peut pas donner de chiffres en ligne, mais du moins, pendant le podcast, mais à des ratios qui sont plus importants parce que la complexité des usages fait que c'est plus important. Il y a, maintenant 3 ans, on a développé une franchise, qui, prenait, la photo de l'iris, pour en faire des œuvres. Voilà et cette franchise-là, les ratios étaient beaucoup moins importants parce que, le plus important était vraiment, leur business model.
Le reste, c'était des murs blancs, un sol, un desk et puis après de l'étalage assez simple en mode œuvre d'art. Donc c'est beaucoup plus light. Il y a moins de contraintes, il y a moins de cloisonnement. Dans les magasins d'or, souvent il y a une fonderie quand c'est le magasin principal. Ensuite, vous avez le sas, VIP, parce que quand on vient pour revendre, des choses de valeur, on est obligé d'être cantonné dans un espace sécurisé. Il y a les sas de sécurité, les vitrages sont blindés, pare-balles. C'est plus les mêmes coûts. Et oui. Plus le même coup. On traite l'air parce qu'on est dans des sas très confinés. Donc, si, vous êtes 2 à être dans le sas, Napoléon, bah, pendant une journée, en ressortant, ça va sentir, le renfermé. Donc il y a tout un traitement à faire qui est différent. Voilà et à chaque fois, on va poser un coffre qui fait, 1 tonne, bah, il faut étudier, les sols pour s'assurer que le coffre va pas venir affaisser le bâtiment, surtout si on est en hypercentre dans Paris avec des planchers bois, voûte en briques. S'assurer qu'on a bien notre poinçonnement au 1 tonne ou est-ce qu'il faut renforcer? C'est pas pareil et donc tout ça, ça peut venir changer le coût au mètre carré. Vous avez également tu peux avoir également des magasins où on arrive, la vitrine est belle et puis il y en a d'autres, non, faut refaire la vitrine parce qu'elle est pas au goût de la franchise et donc du coup, bah, ça peut très vite changer totalement le ratio au mètre carré. On a toujours un raisonnement qui est très simple, il est au ratio au mètre carré. Comme ça, c'est comparable et c'est duplicable. Mmh. Et quand le ratio, il dérive d'un axe, ça veut dire qu'il y a eu une exception sur la boutique et elle est très facilement identifiable. Ah oui, tu veux dire que quand vous développez, justement, vous aidez une franchise à se développer, Mmh, à avoir plusieurs points de vente, mmh. en général, ça va toujours être le même ratio, C'est globalement, ça, sauf exception, si besoin de changer la vitrine, si c'est voilà, il y a une ça, adaptation un peu c'est ça, particulière à c'est faire ça, au niveau du bâtiment. c'est ça. Hyper intéressant là-dessus et typiquement les agences Crédit Agricole, Mmh. ça c'est pareil, je alors i C'est différent parce que les agences Crédit Agricole, on a une maîtrise d'ouvrage. Alors ces agences, c'est leur patrimoine. On a affaire à une, maîtrise d'ouvrage, qui investit pour elle-même. Et en plus, entre autres, à l'époque, on avait fait partie d'un programme d'accélération qui était super intéressant, qui s'appelait Agora et le Crédit Agricole devait, automatiser l'ensemble de son parc d'agences, qui représentait à peu près un peu plus de 300 agences, en moins de 4 ans pour, automatiser le chéquier et cetera. C'est-à-dire que, bah, malheureusement, ça allait dans l'air de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ils étaient déjà précurseurs à l'époque. Il fallait réduire le nombre d'agents, d'agents pour avoir des bornes. J'ai mes chéquiers, je suis un commerce, je viens, je les mets dans la borne et c'est crédité tout de suite sur mon compte. Donc il fallait automatiser tout ça. Donc ils ont modifié et repensé leurs espaces et donc c'était tout un travail. Il y a des agences qui demandaient à être rénovées globalement et d'autres mmh, pas. Mais là, il y avait plus de ratio de mètres carrés. Là, il y avait plutôt à monter des teams, qui étaient en capacité de porter le projet avec le porteur de projet et de transformer tout ça très vite. Je ne veux pas dire que le Crédit Agricole ne regardait pas en bas de page, mais il avait fédéré des équipes pour aller très vite, donc il savait qu'il y aurait pas de débordement. Le modèle business est totalement différent. mmh. Alors que, quand je vais travailler avec d'autres franchises pour pas les citer, eux, les ratios au mètre carré, ça leur parle pas. Eux, ils vont travailler, au coût global à la boutique. Lui, il va se dire: «Moi, quand je sors ma boutique, c'est 200 KE. Si tu me chiffres 250, il y a un problème et si tu me mets à 150, je suis content, mais je veux m'assurer que tu as rien oublié». Voilà Ouais. et c'est très souvent comme ça. Et puis il y en a qui sont au ratio au mètre carré. Ils ont un déploiement très important, donc eux, ils sont vraiment, attachés à ça et donc ils savent que, bah, parce que derrière, ils ont aussi des franchises qui arrivent derrière, des franchisés. C'est-à-dire que derrière, ils ont des succursales à eux, mais ils ont aussi des affiliés Mmh. et quand ils ont des affiliés, ils ont plutôt tendance à se mettre bien au ratio parce que lorsqu'ils vendent leur concept, bah, ils disent bien: «Voilà, notre concept, il marche bien. On vous donne le carnet de démarrage et puis si vous prenez un magasin, sachez que vous allez le rénover pour, 2 000 € du mètre carré. Bah, vous irez pas au-delà de 2 000 € du mètre carré. Donc lui, quand il fait son BP et qu'il dit go et qu'il signe avec la franchise, il a même pas encore trouvé son bouclard. Quand je dis le bouclard, il a pas encore trouvé son magasin. Ouais. Mais il sait qu'il va être à 2 000 € du mètre. OK, ouais. Voilà. Donc effectivement, ça dépend aussi des clients, Mmh. ça dépend du business model, ça dépend du local C'est ça. et par rapport justement à toutes ces rénovations, parce que vous avez Mmh. aussi le pôle rénovation énergétique, Mmh. ça c'est une vraie question je trouve parce que dans l'habitation, Mmh. on est très contraint en termes de Mmh. rénovation Mmh. énergétique avec tout ce qui est DPE Mmh. aujourd'hui. Hem, Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur les locaux commerciaux, sur les franchises? Est-ce que vous faites aussi une rénovation énergétique? Parce que je sais que le DPE, Mmh. n'est pas le même Mmh. au final et qu'on n'a pas tout à fait la même, réglementation. Alors là, encore une fois, ça va dépendre du type de commerce.
Voilà. Un commerce en pied d'immeuble, il n'est pas forcément, tout de suite assujetti à cette rénovation énergétique. Parce que, bah, il est en pied d'immeuble, il a des voisins de part et d'autre et sur le haut, il a qu'une vitrine à gérer, il a très peu de consommation. La rénovation énergétique, elle est là, aujourd'hui, elle est importante pour des volumes du moins plus ou moins importants, avec une empreinte aussi à apporter de durabilité de nos actifs et de consommation. Parce qu'on est dans un ère où aujourd'hui, si je me trompe pas, la France investit de moins en moins, voire plus du tout dans l'énergie fossile. On va vers une énergie verte et c'est un peu le fil conducteur de l'Europe. Et donc l'Europe pousse la France à se recaler également avec les prix au kilowattheure des voisins. Et donc du coup, pour arriver à quelque chose d'équilibré, eh ben, il faut qu'on travaille sur nos passoires thermiques pour réduire et ne pas subir ces coûts qui vont augmenter. Je ne vais pas être dans le mais d'ici 2030, le coût de l'électricité ne sera pas celui qu'on a aujourd'hui, hein. Et donc si les gens n'ont pas fait un travail de durabilité sur leurs actifs, bah, c'est sûr que, il va y avoir des sujets qui vont se passer dans le futur. Et je vois pas moi comment, une petite dame qui, touche 1 400 € de retraite, va pouvoir payer 500 € d'électricité dans une maison de passoire thermique et surtout si ça n'a pas été fait dans les règles. Voilà et Mmh. là, il y a plein de sujets. On va ouvrir un débat qui peut être hyper long. Les sujets où on arrivait avec l'isolation à 1 €, la pompe à chaleur à 1 €, alors que, les gens n'ont pas compris le message de l'État, ont pas compris le message de comment il fallait rénover énergétiquement nos actifs. Les gens pensent que ce sont juste des lois pour des lois. Nous, aujourd'hui, on a un faire-valoir important, dans notre plan de croissance, on cible le tertiaire. Et on tient et on tend à s'inscrire vraiment dans un axe de durabilité, où on veut marquer le coup et donc on a fait un gros travail de fond sur notre business model et d'ailleurs je rentre dans un accélérateur à partir du mois de juin, avec la région pour continuer à œuvrer là-dessus. L'État a lancé le décret tertiaire et le décret bac. On inscrit nos actifs de plus de 1 000 m², dans la plateforme Opéra. On doit venir prendre la pire des années de consommation, l'indiquer dans la plateforme et après montrer à l'État que, en 2030, on a bien été chercher les -40%, en 2040 les -50 et en 2050 les -60%. Alors tout ça va pas passer que par les travaux. Elle va passer aussi de comment on va pouvoir, pour ne pas être dur, rééduquer les exploitants, le citoyen lambda à mieux consommer, avec des petits tips de tous les jours qui font qu'on arrivera à mieux consommer. Et donc du coup, il y a un gros travail à mener là-dessus, que ça soit sur le particulier ou sur le pro et il faut le mener de manière correcte parce qu'il y a que comme ça qu'on arrivera à décarboniser, à rentrer dans une vraie démarche de durabilité. Et Voilà. oui, c'est sûr, c'est, je pense effectivement un geste de Mmh, tout le monde au final, c'est ça. qui fera qu'on arrivera, effectivement à baisser les Mmh, les mmh, consommations. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir au final que vous vous inscrivez quand même dans une, démarche durable, même pour les gros bâtiments, même pour le côté en fait commercial au mmh. final. Et finalement bon, ça touche pas que l'habitation non plus. Non. Il y a aussi une réglementation à respecter, notamment sur les gros bâtiments. Mmh, Peut-être que sur les petits locaux commerciaux, ça viendra avec le temps, mais voilà, ça mmh, se fait aussi mmh, étape par étape, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que cette rénovation énergétique, elle est essentielle aujourd'hui. mmh. On peut pas, passer à côté au final. On est obligé, aujourd'hui de se poser de vraies questions pour, finalement, refléter, bah, toute cette problématique environnementale aussi Mmh, dans la rénovation, mmh. et dans les travaux pour avoir quelque chose de durable comme tu le dis. C'est La ça. durabilité, c'est vraiment, ce C'est qu'il faut ça. viser. C'est ça. Il faut alors, encore une fois, pour ne pas non plus s'étaler sur du technique, il y a 2 poids 2 mesures. Donc il y a le particulier, donc il y a l'habitation et il y a, l'industrie, le commerce et effectivement, l'État fait un travail de fond, important pour, arriver à décarboniser, à rentrer dans une démarche qui est importante. Aujourd'hui, si on a bien compris la démarche, et que tout le monde s'inscrit dans cette démarche de manière réglementaire, à un moment donné, on pensera plus nos bâtiments, comme on pense des travaux, mais on pensera nos bâtiments, en usage et en durabilité. Aujourd'hui, lorsqu'on construit un bâtiment,
la règle de la RO 2020, pour qu'on puisse avoir la conformité à la fin, il faut qu'on ait, fait les études ACV. Les études ACV, c'est comment on va construire et comment on va déconstruire dans 40 ans. Donc naturellement, déjà, on pousse tous ces nouveaux acteurs qui arrivent, tous ces nouveaux bâtis qui arrivent, à tout de suite penser, pas le bâtiment, le penser. En fait, on le penser plutôt techniquement sur toutes les matières et la donnée et comment on va pouvoir vivre dans ce bâtiment. En gros, j'ai une phrase qui était très intéressante. Dans le futur, on coulera moins de béton et on fera plus de data des bâtiments. Mmh. En gros, le data devient quelque chose d'important. D'ailleurs, le décret BAC avec la GTB, la GTC, pour tous les bâtiments qu'on rénove, hein, donc encore une fois, c'est technique, mais pour ceux qui le connaissent, ils connaissent. Mais le décret BAC, c'est est mis en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Tous les bâtiments qui sont rénovés de plus de 1000 mètres carrés, on est obligé de réintégrer une GTB, une GTC. Donc, c'est un module qui vient se connecter à l'ensemble des fluides et qui va aller récupérer de la donnée. Et avec ces données, on est capable de commencer à imaginer les usages et comment arriver à améliorer les usages via ces données pour mieux consommer. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est un point d'entrée important. On est en retard en France. Quand on regarde nos voisins, ils y sont déjà. Je ne parle même pas des pays nordiques. Les bâtiments sont plus pensés architecturalement, ils sont pensés surtout durablement. Et là où la valeur data a pris toute sa place, parce que plus on scrape la data, plus on est en capacité d'accompagner les bâtiments pour qu'ils soient moins énergivores et plus on pense au confort des usagers, qu'ils soient dans le particulier ou dans le pro. Et ce qui est, alors, sans vouloir choquer d'autres personnes, mais ce qui est fou, c'est que nous, on commence à y penser. Il y a encore des gens qui bloquent, puis il y a des gens qui profitent du système. En Europe, il y a des pays qui y sont déjà, mais quand on voyage à l'étranger, aujourd'hui, c'est des villes complètes qui sont pensées comme ça. C'est en Chine, c'est des C'est villes fou. complètes qui sont pensées. Quand on pense à un écosystème de construction, on pense à connecter l'ensemble, à récupérer les données et tout est piloté et c'est ce qui fait que, on arrive à mieux consommer et le pilotage et la donnée. Et alors justement, en Mmh, parlant de data, toi mmh, qui es quand même assez mmh, porté tech, mmh. est-ce que tu veux peut-être, nous évoquer, le projet sur lequel, vous êtes actuellement en train de travailler? Et ben, alors de manière très succincte, comme je disais au début, nous depuis 2000, ouais, je veux dire, ben, ça fait une dizaine d'années maintenant, on est, sur la méthode BIM. Donc, je rappelle la méthode BIM, on va, modéliser tous les projets en 3D. Et alors quand je dis modéliser, il suffit pas de monter une maquette et puis de se dire: «Ça y est, c'est beau». On vient modéliser la maquette avec tous ses aspects techniques. Donc on est capable, avec des couches d'accéder à la maquette dans le détail. Et depuis maintenant à peu près 4 ans, on s'amuse à embarquer toute la data sur les maquettes. Pour se dire demain que je rénove ou que je construis un bâtiment, j'ai zéro papier. Tout est sur la maquette et même les intervenants ont accès à une plateforme et puis ils peuvent alors on n'y est pas là, hein, on n'est pas arrivé, il y a un peu de boulot encore. Mmh. Et puis depuis maintenant, un an, à ma sortie de l'ESSEC, avec mon frère associé, on porte un projet tech, porté par la BPI et financé par la BPI, également dans un accélérateur de la région. On travaille sur un modèle tech pour rendre les bâtiments vivants, voilà, pour être assez simple. En gros, on va essayer d'aller exploiter toute cette data et on développe un outil, que je ne vais pas citer, ça fera peut-être l'objet d'un deuxième podcast parce que ça va pas tarder à arriver. Tout à fait. Ah, on a passé la phase go to market, on a été auprès des clients, on leur a exposé un peu comment on pourrait apporter une plus-value là-dessus. En plus, notre porte d'entrée sur cet outil tech va être vraiment orientée sur la rénovation énergétique et sur comment accompagner ces propriétaires à très vite prendre des décisions. Et voilà, et c'est tout simplement, au centre la data, la data, la data. Comment, pouvoir rendre ces bâtiments vivants, comment les exploiter. Et si je devais te donner un cas d'usage assez simple, même de manière un peu plus importante, demain j'ai un immeuble de bureau qui fait 3000 m², je l'ai rénové de manière correcte, j'ai, bien sûr une GTB, donc je scrape toute la donnée de mon bâtiment. J'ai des capteurs sur les fenêtres, j'ai mon système de chauffage qui est connecté. Et donc, lorsque j'ai, rénové ce bâtiment, on m'a fait une promesse.
On m'a dit: «Voilà, dans ton audit énergétique», moi j'ai choisi la meilleure promesse, j'ai pris la 3 et j'ai dit: «Bah, moi mon bâtiment, je veux, qu'il consomme moins 60, donc je veux arriver à telle consommation de kilowatts à la fin». Donc il y a toute une formule de calcul avec, toutes les matières premières qui vont derrière, les principes constructifs et cetera qui font qu'on arrive à cette garantie. Et puis là, à ce moment-là, j'arrive et je fais mon premier mois, mon deuxième mois et je me rends compte que je n'ai pas pu, arriver au résultat qui m'a été promis. Alors là, j'ai 2 positions. C'est soit je me dis, la promesse, elle était un peu exagérée et là, je peux en vouloir à l'auditeur et aux entreprises qui ont exécuté, mais alors dans toute cette chaîne, qui a tort, qui a raison? Mmh. Est-ce que c'est le principe constructif qui a pas été fait dans les règles et j'ai pas été vérifier le moindre pont thermique? Mmh. Est-ce que c'est les machines qui ont été dimensionnées pour chauffer qui sont peut-être mal calibrées et donc elles surconsomment? Parce qu'une machine de clim qui va chauffer un bâtiment de 2 000 mètres, ça peut vite fait monter à 250 kilogrammes. Je veux dire, si c'est pas bien calibré, on a vite fait d'avoir des surconsommations. Ou est-ce que c'est peut-être mes collaborateurs en interne qui, ont pas compris et qui ont pas amené la petite touche finale pour, et donc notre outil sera un copilote qui viendra accompagner, cet energy manager ou ce responsable RSE à mener des points d'action avec un accompagnement précis, avec, un bot qui viendra, tous les matins, le questionner sur ses usages et l'amener gentiment à dire: «Bah, tu vois, le pari, c'est dans 6 mois, on doit aller chercher tant de kilos d'économie et ben, on y arrive, on y arrive, on y arrive et bah, bravo et on y arrive. Voilà pour quelle raison on y arrive. Parce que, bah, le soir, quand ils partent, ils laissent la clim à 24 et qu'il faut la régler à temps. Parce qu'on a laissé les fenêtres et les portes ouvertes alors que le bâtiment, il a été pensé pour ça, pour telle et telle raison. Parce que, bah, j'ai remarqué que dans le bureau 5 à l'étage, il y avait une surconsommation sur tel bureau et parce que, bah, madame, elle est un peu frileuse, elle a ramené son petit radiant et elle l'a branché en bas du bureau et parce que, bah, elle a pas demandé autorisation, elle l'a fait ou parce que, le dirigeant a pas fait attention et que ce qui l'intéresse aussi, c'est le confort de ses collaborateurs et puis il a laissé faire et on est capable, d'identifier, de corriger et d'accompagner, de manière, intelligente, sans forcément avoir de l'humain, avec une rigueur, ultra précise, grâce à de l'IA, grâce à de la tech, grâce à de l'innovation, et pas forcément que de l'IA parce que quand on pense que IA, ça coûte très cher, hein. C'est du token, si on la sollicite de manière, régulière, à mon avis, on n'en voit pas le bout donc et il faut aussi penser de manière intelligente donc on intègre aussi de la RPA, on intègre de l'automatisation, la RPA, c'est? alors c'est une forme de développement, D'accord. qui permet d'automatiser parce qu'aujourd'hui quand on va solliciter une IA, alors après il y a aussi le côté écologique, donc il y a tout un montage à faire et donc l'outil, il se voudra, un outil copilote mais avec de la couche d'IA, mais pas que de la couche d'IA. Voilà, il y aura du développement à l'intérieur, il y a toute une couche de dev qui va nous permettre de créer tout ça. Voilà. Génial. Voilà, après donc c'est assez, un peu c'est assez innovant, ça peut promettre beaucoup de choses, mais c'est dans l'air du temps. Je veux dire, on n'invente rien, parce que dans le monde, ça existe déjà. Il y a des bâtiments qui sont très bien pilotés, il y a des bâtiments qui sont, très bien connectés. Encore faudrait-il le penser dans notre pays, parce que nous, on est un pays assez vieux, assez vieillissant. Il y a un patrimoine, il faut arriver à inscrire ce patrimoine dans cet axe, tout en conservant le côté architectural et en allant chercher les promesses. Et oui, c'est Ouais. ça qui est c'est un peu la difficulté, on va dire, mais avec les bons outils après, je pense qu'effectivement C'est ça, on y parviendra c'est ça. et du coup, j'ai hâte qu'on fasse un deuxième épisode sur ce sujet-là. Avec grand plaisir, ça arrive très bientôt. Et alors, pour, clôturer cet épisode ensemble, Mmh, j'aurais bien aimé parler du lieu où on se trouve, mmh, parce que, c'est vrai qu'il y a quand même un passif et une histoire. mmh, Vous avez rénové cet endroit, suite à un incendie. Est-ce que tu mmh. peux peut-être nous raconter, l'histoire de ce lieu et nous en dire un peu plus sur la rénovation? Et ben, alors, sans faire peur parce qu'en plus, le lieu a brûlé à 2 fois, à 2 reprises. 2 Il y fois? a il y a une histoire, c'est un lieu qui est plein de vie, c'est un très beau lieu. On est à place Saint-Germain, en plein centre de Paris. C'est un bâtiment qui appartient à la mairie de Paris, via une de leurs filiales. Le franchisé pour qui on travaillait à l'époque, quand il a acquéri ce lieu, ça a été assez complexe et quand on lui a attribué, il devait garder le nom de la Une, hein, parce que, c'est une entité historique, une des premières boutiques Dior de Paris était ici et du coup, donc quand on l'a rénové,
il y avait un cahier des charges assez précis avec un architecte derrière, et une patte bien précise. Et le jour de l'inauguration, un artiste, photographe devait venir, faire l'inauguration. Il s'appelle Mathieu Ricard, pardon. Et Mathieu Ricard, sa devise, elle est assez intéressante, c'est que lui, on renaît par le feu. D'accord. Et le soir où il devait intervenir, tout était prêt, le champagne était prêt, les invités commençaient à arriver et le local a pris feu. Voilà. Oh. Alors pour la petite histoire, quand on rentre sur des sujets comme ça aussi importants, les experts du feu, ils vont dans le détail. Voilà. Et donc du coup, les experts du feu ont creusé, creusé, et en fait, il s'est avéré qu'il y avait un ascenseuriste qui était intervenu, la veille ou l'avant-veille d'intervention, qu'il avait, remplacé une ampoule de l'ascenseur, et que comme ce sont des ampoules halogènes d'époque, hein, je parle de ça, ça fait, ouais, peut-être 7-8 ans maintenant, il a pas remis un couvercle par-dessus, et donc comme, l'ascenseur est fait de graisse et de câbles, ça a créé un effet, de feu, et le feu est parti de la colonne d'ascenseur. Alors on a été écartés heureusement parce que, ça ne venait pas de la façon des travaux qui avaient été faits, mais, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Alors il n'y a pas eu d'incident corporel. Voilà, l'avantage d'avoir un bâtiment qui soit dans les normes. Hem et après, il y a toutes les phases de travaux qui sont intéressantes derrière. C'est que, on rentre dans une phase de décontamination. Là, il y a des experts en décontamination qui viennent. Il faut rendre le lieu inerte, et après revient cahier des charges, et on revient donner une vie à ce local, tout en conservant son âme, voilà. Donc ça veut dire que sur un bâtiment qui vient de subir un incendie, Mmh. il y a une phase de décontamination? C'est ça, tout à fait. Une OK. phase de contamination avec des experts qui sont, spécialisés et qui viennent décontaminer, et ça vient, vraiment avant même que les experts, ils aient clôturé leur fiche d'expertise, d'assurance pour rénover le bien. C'est-à-dire qu'il y a une phase où tout de suite, il y a une enveloppe qui est lancée, et on vient décontaminer le lieu, parce que lorsque un lieu brûle, il y a des matières dangereuses qui brûlent, des matières premières qui brûlent. Donc toutes ces matières viennent se greffer sur les murs, et à un moment donné, il faut décontaminer, parce qu'il y a quand même des hommes et des femmes qui vont venir travailler dans ce lieu, même en phase d'études, même pour les réunions de chantier, et ils pourraient inhaler des matières dangereuses, des matières, donc du coup, on décontamine. Voilà, Ah oui, d'accord, OK. voilà. Donc hyper intéressant. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, tu Bah, vois? ouais, c'est une phase Heu, importante, ouais. à cette phase-là. Mmh, OK, ça marche, et donc oui, la décontamination, elle se fait finalement par des experts, c'est et ça. derrière vous aviez repris, Le lieu, les voilà, travaux c'est de ça, nouveau. de nouveau, avec un nouveau cahier des charges, qui colle sûrement à l'existant, parce que les experts et les assurances remboursent tel que c'est à l'existant, avec une petite touche de ce qui a marché, pas marché avant. Toujours on apporte une petite touche, qui est très légère, et on rénove le lieu complètement, et on le remet très vite sur le marché. Voilà. Et alors, quels sont les éléments que vous avez gardés, du coup, conservés, au maximum? Et ben, on a un escalier qui lui est historique, et cet escalier, contient encore, des mots des natures de Dior, hein, le tout 1er logo de Dior, et il est toujours conservé et il fait partie du lieu. Et après, je parle, architecturalement pour les ABF, parce qu'on est quand même près de l'église Saint-Germain, c'est, toutes les modes des natures extérieures, ça, elles ne bougent pas. Pareil, les menuiseries, les façades, elles sont refaites à l'identique, voilà, Eh oui. validé par les architectes des bâtiments de France. Par contre, à l'intérieur, tout est repensé. Alors on garde toujours, un esprit de matière noble, des parquets massifs, du marbre sur les montées d'escalier. Après le reste, ça reste des éléments assez standards, voilà. Après le bâtiment, il est repensé bien sûr acoustiquement, il est repensé en termes des usages, mais le principe ne change pas trop. Et oui, en tout cas, c'est vrai que c'est un très bel endroit. Mmh. On est ravis d'enregistrer l'épisode, ici chez Yellow Corner, et c'est vrai que voilà, on a de nombreuses fenêtres avec, beaucoup de lumière qui rentre. C'est un endroit très chouette, une belle rénovation, Mmh. et justement, peut-être juste pour rebondir sur le côté, ABF, là, typiquement, je vois qu'on a quand même des fenêtres avec
un vitrage, mais c'est vrai que souvent les ABF sont un Mmh. petit peu contre le double vitrage ou le triple vitrage en fonction des endroits. Ça vous est déjà arrivé de devoir, rénover, justement un bâtiment, du patrimoine sans pouvoir faire, un petit peu de rénovation énergétique? Non, parce que, ça nous est arrivé, on a rénové un bâtiment, à Angers, qui faisait, un peu plus de 2 000 m² ou 3 000 m². C'est un bâtiment qu'on a transformé en foyer étudiant. Et là, on a eu vraiment, la totale, hein, les ABF sur le côté architectural, mais également intra, ça veut dire qu'ils viennent vérifier les matières à l'intérieur une fois qu'on a désossé le bâtiment, pour s'assurer de ne pas retrouver des éléments et de les inscrire. Donc ils vont jusqu'à faire des prélèvements sur les bois, sur les sols, et ensuite ils nous imposent dans les prescriptions d'autorisation de conserver certains éléments qui, sont pour eux d'un ordre historique. Et donc là, on a affaire également à un archéologue qui est assez poussé, et donc c'est assez suivi. Et ils avaient, déterminé une salle de musique, dont les mots des natures étaient complètement détériorés et pas forcément bien structurés, mais qu'il fallait les conserver telles quelles parce qu'elles avaient été faites comme ça à l'époque. Elles dataient de 1700 et il fallait, les conserver. Et donc nous, on avait du mal à traiter, la partie coupe-feu avec le tiers parce qu'on avait créé des logements, étudiants, à l'étage, hein, un foyer étudiant, et en bas, la salle devait servir uniquement à la fondation pour des réunions. Et à partir du moment où on rentre dans ce cadre-là, il y a des degrés coupe-feu à récupérer, à conserver, et là, il fallait user de techniques pour voir comment on pouvait avoir ça. Le bureau de contrôle ne transige pas. Là, vous rentrez dans une bataille, vous avez un bureau de contrôle qui veut rien savoir parce que lui, il est là pour faire respecter, la il est le responsable. Vous avez un ABF qui, lui, est dans sa vision archéologique et architecturale. Mmh. Donc lui, pareil, il veut pas en démordre. Vous avez un client qui paye et lui, il comprend pas, il est dans l'étau entre les 2 et puis il se dit: «Mais comment on va y arriver et à quelle sauce on va être fait?» Parce que aller chercher quelqu'un qui va vous parce que la demande de l'ABF était de dire: «Vous démontez toute la partie, vous l'inscrivez sur un plan et vous la faites réinstaller par quelqu'un qui la réinstallera à l'identique et on viendra vérifier». Ce qui était quasi impossible, et trouver une personne pour le faire, c'était un billet, je vais être gentil, de 300 KE pour la cliente. Voilà, Ouais. 300 KE sur un budget lorsqu'on doit, œuvrer pour essayer de sortir un ratio qui fonctionne dans le marché, c'est compliqué. Donc on a réussi à avoir gain de cause tout en le conservant, à trouver une solution, mais ça met toujours quelques mois, pour y arriver. Et oui, bien sûr. Voilà, et ce type d'usage, dans le futur, ça sera plus un problème parce que, grâce à nos outils, de copilote, c'est des choses où on arrivera à apporter des solutions de manière instantanée, en arrivant à trouver l'équilibre entre, un architecte des bâtiments de France qui a sa vision, un bureau de contrôle qui a, ses normes, et un client, qui lui en a l'usage, et grâce à ces outils, on sera en capacité de trouver le bon compromis sans perdre de temps. Oui, c'est ça, grâce à la data finalement Bien et aux sûr, données, bien sûr. ce sera possible de donner une solution. Parce que c'est vrai qu'en fait, les études pour pouvoir trouver le bon compromis prennent beaucoup de temps aujourd'hui. Mais si on a les données, les agrégations, c'est là Le qu'on peut s'en Voilà, sortir. il faut se dire qu'à chaque fois qu'on a on a une opposition, ce que j'appelle moi une non-conformité par un bureau de contrôle ou autre, parce qu'il y a besoin sur ce point-là de lever un point ou de lever une conformité. Il y a un rapport qui est fait, et là, entre le moment où le rapport il est fait, entre le moment où il est transmis aux entreprises et qu'on demande aux entreprises de montrer patte blanche, donc elles doivent se rapprocher des fournisseurs, des fabricants, des prestataires pour, on va dire, récolter la donnée, et au moment où on peut arriver à réunir tout ce beau monde. Un bureau de contrôle n'est pas disponible tout le temps, un ABF encore pire, vous pouvez pas l'avoir, comme ça, et donc arriver à réunir tout ce beau monde autour d'une table pour trouver une solution, des fois on peut mettre 6 mois. Grâce à la data, on pourrait régler ça en une semaine. C'est génial. Le délai, bien raccourci comme il faut. C'est ça. Donc comme je disais tout à l'heure, hâte de découvrir, ce nouvel outil, cette nouvelle solution. Hyper intéressant en tout cas tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui Kamel. Merci beaucoup Ravi. pour ton expertise, tes conseils et tout ce que tu nous as raconté. Je terminerai par une dernière question que j'aime bien poser à mes invités. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote travaux à nous partager, une galère rencontrée sur un chantier, quelque chose qui t'a vraiment marqué? Mmh. Bah, moi j'ai une belle anecdote qui m'a marqué.
que je raconte assez souvent, mais qui est pas non plus exceptionnel, mais qui fait partie de la vie du bâtiment parce qu'on commence tous à une échelle, on commence tous à une échelle 1 et puis on évolue, hein. Nos entreprises grandissent comme nos enfants et donc dans les débuts de la société, on a eu, un beau marché avec, le groupe Le Duf. C'était notre premier Pizza dell'Arte et on a signé, Marseille Vieux-Port. Voilà, face à l'Ombrelle et là, on avait un architecte qui est, brillant, qui avait bossé sur ce projet avec le groupe Le Duf et c'était un point qui était cher, au groupe Le Duf et donc il tenait à l'ouvrir dans une période assez complexe. Alors on avait toutes les complexités possibles, c'est-à-dire qu'on avait eu les autorisations de la mairie juste avant la période estivale, sauf que quand on est au Vieux-Port, bah, on n'a pas le droit d'avoir de façade de chantier pendant la période estivale parce qu'il brasse un monde fou, c'est la période où tout marche. On avait réussi à avoir tous ces mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un clash entre l'architecte et le groupe, vraiment vers la fin de chantier. C'est-à-dire que, lorsqu'on on a fini la fin de chantier, il faut savoir que le Vieux-Port, tous les commerces que vous avez en façade du Vieux-Port sont pratiquement des commerces illégaux. Parce qu'ils ont été construits devant les façades et toutes les façades de ces bâtiments vont parce qu'on a la mer en face, vont se combat avec des structures tour Eiffel, c'est-à-dire les mêmes structures que la tour Eiffel. Et donc ça porte les bâtiments en façade et arrivé à la fin de chantier, le bureau de contrôle, bloque en disant: «Voilà, moi ces structures-là, elles sont à risque et il faut les traiter en coupe-feu et il est hors de question, que vous ouvriez si elles sont pas traitées et il faut les traiter en coupe-feu et avec la partie basse anti-corrosion». Parce qu'on est sur des lieux assez humides, et à l'eau de sel. Et là, à ce moment-là, l'architecte se bloque avec le client, ça bloque toute la chaîne. L'architecte est quelqu'un de très peu disponible, parce que, bah, il gère plein de sujets importants en France à ce moment-là. Nous, on est impressionnés parce que c'était notre premier gros chantier. En tout cas, je suis sur site et là, l'architecte me dit: «Si vous pouvez me trouver une solution, je vous rendrai l'appareil» et puis donc du coup, j'ai dû, trouver, les fournisseurs en Allemagne qui s'appellent Comus, qui fournissent les peintures intumescentes, avec une sorte de mousse qui permettent également de bloquer la corrosion de ces structures et je suis resté sur place pendant 15 jours et je les ai fait moi-même avec, des collaborateurs parce qu'on n'avait pas les équipes pour le faire. C'était en plein mois d'août. Il fallait les sortir, donc je les ai fait moi-même avec des collaborateurs pour les sortir et parce qu'en fait, il y avait une commission qui était calée et il fallait que ça soit prêt pour la commission. Donc on a fait jour et nuit, on rentrait le matin, on était fatigués comme pas 2 et puis, bah, quand il est arrivé et le bureau de contrôle a accepté l'ouverture, l'architecte m'a regardé comme ça, il m'a dit: «Merci, je vous rendrai l'appareil», il est parti. Ça a duré, 5 secondes. 2 ans après, il m'appelle: «Monsieur Benalla, vous allez bien? Très bien, vous vous rappelez de moi?» Je dis: «Bien sûr, je me rappelle très bien de vous» et il me dit: «Bah, écoutez, j'ai un beau projet, je vais vous mettre dessus, vous allez être consulté et vous allez pouvoir entrer dans un marché qui est intéressant» et bah, je dis: «Très bien» et j'ai été consulté pour faire des stations-service sur les autoroutes et on a signé 13 stations alors qu'on était encore en phase de développement. Ça nous a amené 3 ans de boulot, 13 stations-service qu'on a rénovées, voilà, sur l'autoroute A10 et c'était hyper intéressant et comme quoi des fois et c'est ma petite touche de la fin, le bâtiment, c'est pas que du data, le bâtiment, c'est pas que de la technicité. Hein, on peut être très bon, mais si on n'a pas ce côté humain, si on n'aime pas ce qu'on fait, pour moi, on scale très difficilement dans le milieu. Le bâtiment, elle est fait de rencontres d'hommes et de femmes et c'est ça qui fait le business. C'est pas, vraiment la technicité, c'est pas l'innovation, c'est vraiment les rencontres. Écoute, c'est un très, très beau, mot de la fin que je partage également parce que je trouve que l'immobilier, c'est beaucoup de relationnel. Le bâtiment, les travaux, la rénovation, c'est beaucoup de relationnel et beaucoup d'humain. C'est Donc, ça. merci en tout cas Kamel de nous avoir raconté cette anecdote, qui est assez marquante Mmh. et puis, surtout pour, tout cet épisode, tout ce partage de connaissances. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Bah, très souvent sur LinkedIn. Après je suis très peu sur les réseaux, uniquement sur LinkedIn et je partage surtout, ce côté innovant du bâtiment, côté BIM et puis, il y a des posts assez réguliers, pour nous tracer et suivre cette évolution.
Et le site internet peut-être de Il y a un HBM? site internet qui arrive également, il y en a un déjà qui est là, mais le nouveau arrive, dans quelques jours. Pareil, et qui va marquer cette patte de changement chez nous parce qu'il y a un gros changement en interne. On l'a très peu évoqué également, mais on a démarré depuis maintenant, 1 an et demi avec une directrice à la transformation, la digitalisation de l'ensemble de la boîte avec un ERP, vraiment spécifique à notre métier. Indépendamment de la startup tech, on digitalise et on automatise toute notre chaîne de valeur en interne. Et là, je vais pas trop en dire, mais tout devient automatique en interne. Voilà. Génial. Bah, écoute, je mettrai de toute façon, Mmh. les informations, ton profil LinkedIn, le site aussi Merci. Mmh. internet dans la description de l'épisode Mmh. et dans la newsletter. Comme ça, les auditeurs pourront, retrouver, HB Engineering facilement et te retrouver également facilement. Avec Merci plaisir. encore Kamel Mmh. et merci encore à Yellow Corner de nous avoir accueillis aujourd'hui, à la une Mmh. et je te souhaite une très belle journée. Merci également à toi. Merci, pour ce beau sourire et ce côté solaire que tu apportes dans le bâtiment, hein. On est dans un métier, assez frontal et c'est toujours plaisant et pour ma part, c'est mon premier podcast et j'en suis ravi. Donc à mon avis, il y en aura bien d'autres derrière, Au plaisir. C'est sûr, avec plaisir Kamel, à bientôt. À bientôt.